Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo sur l'apithérapie, donc le travail avec les abeilles et leurs produits pour la santé. Donc, il me tarde de parler davantage de pollen, propolis, miel, même venin d'abeille et compagnie, mais en ce moment, l'été approche, commence et on est en pleine chaleur. Et ici, il y a beaucoup d'activités qui se passent chez les abeilles. C'est extrêmement intéressant de les regarder. Et donc, finalement, je fais une petite suite avec la vidéo dernière qui parlait beaucoup des plantes, avec les abeilles, tout ça. Eh bien là, en fait, en ce moment, je suis rentré personnellement dans une période hyper passionnante et captivante qui est de essayer de comprendre mieux. Et parce que c'est une question qui est beaucoup plus profonde qu'on l'imagine en fait. Essayer de comprendre mieux où est-ce que les abeilles vont. Parce que la qualité des produits de la ruche pour la santé dépend beaucoup de la provenance végétale, hein, de l'origine botanique de chacun de ces produits. Vous le savez, par exemple pour la propolis, il y a de la propolis de peuplier, la propolis verte du Brésil, la rouge aussi, il y a toutes sortes de propolis et il y en a encore d'autres là qui sont moins connues, mais il y a toutes sortes de qualités de propolis différentes et en général, ce qui va faire changer le plus cette qualité, c'est bien sûr la propreté et comment c'est conservé, la fraîcheur du produit, mais aussi l'origine botanique change complètement sa composition au niveau des molécules qu'il y a dedans. En fait, ce ne seront pas les mêmes, dépendamment de l'origine botanique. Et donc ça, si ce principe est vrai pour la propolis, évidemment que c'est vrai aussi pour le miel, que c'est vrai aussi pour le pollen, par exemple. Et donc, cette origine botanique est très importante. Donc, il y a d'ailleurs des pollens là, qui sont monofloraux, hein, qui vont travailler sur certes, qui vont avoir plus de telles vitamines, plus de tel minéral, etc. Donc, c'est captivant d'aller travailler sur cette origine botanique. Donc, moi, en ce moment, avec cette explosion là dans la nature qui se passe, c'est quelque chose que j'adore de me connecter à ce sujet, de regarder. Moi, je récolte le pollen de mes ruches régulièrement, hein. Je le fais tous les jours ou parfois les 2 jours, dépendamment. Donc, il faut le faire d'ailleurs régulièrement, le congeler tout de suite après, évidemment, il faut le garder congelé, le pollen, il ne faut pas le déshydrater, c'est pour ça qu'il faut le récolter tôt, parce que c'est un produit fragile, et donc on ne veut pas qu'il prenne trop d'humidité, on ne veut pas qu'il sèche trop non plus, dépendamment du climat dans lequel on est, ça peut être plus sec ou plus humide. En gros, on ne veut pas le modifier trop. Et donc, dès qu'on l'a, on va aller le congeler tout de suite, le préserver, qu'il n'y ait pas non plus de développement de moisissures, de levures, de choses toxiques ou de bactéries dedans. Et donc, du coup, on veut le récolter à tous les 24 heures, c'est idéal. Et sinon, aux 48 heures, mais là, maximum, il faut idéalement pas aller à plus que ça. Bon, dans un monde idéal, hein, si vous devez absolument faire autrement, ben voilà, c'est votre réalité. Après, à vous d'estimer jusqu'où ça va un peu endommager le produit ou pas. En tout cas, au niveau du goût, je vous dis, c'est extrêmement subtil et le goût change en en quelques heures, le goût déjà est changé. Si vous goûtez un pollen frais, par exemple, moi je le fais des fois, hein, parce que surtout ces temps-ci, là, je vais reprendre sur la ligne principale de la vidéo bientôt, mais parfois, moi je vais dans une trappe à pollen et je goûte les pollens qu'il y a là. Juste, et ils viennent tout juste d'être récoltés là. Il y a quelques minutes ou quelques heures peut-être. Et donc quand je les goûte comme ça, ultra frais, ça a une saveur. Si je les récolte après un jour, ça a une autre saveur. Ça, le goût a déjà changé un tout petit peu, légèrement altéré. Et si, par exemple, je les récolte après 24 heures ou voire 48, et je les congèle et je les goûte un mois plus tard, eh bien, ça a changé aussi. Donc, on va mettre des lignes. Et ça, ces lignes, c'est surtout pour la propreté, hein, pour pas qu'il se développe justement bactéries, levure moisissure, tout ça, mais aussi même pour la conservation des propriétés. Par contre, les propriétés, ça veut dire vitamines, tout ça, etc., avec ces lignes qu'on a placées, c'est plutôt bien. Par contre, au niveau du goût, il n'y a pas de ligne qu'on peut placer qui est suffisante pour montrer à quel point il faudrait le manger tout de suite. Et ça, c'est la même chose avec les fruits et les légumes. Vous le savez, si vous avez la chance d'avoir des gens
près de vous, ou même vous-même, vous avez votre propre potager, votre propre jardin, verger, etc., vous savez très bien que plus c'est frais, eh bien plus c'est bon. Si c'est cueilli, ça vient tout juste d'être cueilli, ça va être ultra bon. Ben, le pollen, c'est pareil. Au niveau du goût, il n'y a pas de limite à jusqu'où on peut aller pour avoir vraiment une grande fraîcheur. Et si vous ne l'avez jamais fait, moi je vous le conseille fortement. Allez avec quelqu'un qui a des ruches, qui récolte son pollen et goûtez le pollen quand il vient tout juste d'être fait. Soyez certain qu'il a récolté son pollen juste avant et que vous allez vraiment, là, le pollen frais, 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 frais. Vous verrez la différence. C'est exceptionnellement bon. Les subtilités de saveur qu'il y a d'un pollen à un autre, c'est des mondes différents. C'est tout comme une orange, une pomme, une banane. Vous voyez, la différence de goût est gigantesque. Eh bien, c'est pareil. C'est sûr qu'au niveau de la quantité d'eau qu'il y a dedans, ça va moins varier, quoique ça varie un petit peu, mais ça va varier moins que, par exemple, entre un melon d'eau puis, je sais pas là trop, là. Mais en tout cas, vous voyez un peu l'idée. La texture va être souvent assez ressemblante, quoiqu'il y ait des variations, mais le goût, complètement un autre monde. Donc, c'est fascinant, en fait, pendant cette période-ci, là, de faire un peu ça. Quand j'ai un tout petit peu de temps, j'en profite pour aller explorer comme ça. Et donc, ça ouvre un sujet qui est fascinant, qui est où est-ce que les abeilles aiment aller? Parce que dans la dernière vidéo, hein, je parlais justement de planter des designs de permaculture, mettre des plantes mellifères spécialement pour les abeilles, certaines qui peuvent même les aider à se guérir de certaines maladies, etc. Vous voyez que c'est un sujet super captivant. Mais il y a un aspect de ce sujet qu'on n'a pas touché qui est où est-ce que les abeilles aiment aller. Et ça semble simple comme ça. Vous pensez peut-être que c'est facile à savoir, mais en réalité, c'est extrêmement compliqué de savoir où est-ce que les abeilles vont aller. Évidemment, si elles sont dans une grande monoculture où il n'y a qu'une seule sorte de plante, évidemment qu'elles vont tendre à aller dans cette plante. Ça, je crois que c'est une évidence. Quand il y a comme ça une majorité gigantesque et même une exclusivité dans certains cas de fleurs, évidemment qu'elles vont aller sur ces fleurs-là. Mais quand on est justement dans un contexte de type permaculture, naturelle, on a vraiment des super conditions autour de nous, il y a plein de fleurs tout le temps, il y a toutes sortes de fleurs différentes qui sont présentes à tous les différents moments de l'année, eh bien, il y a certains critères qu'il faut aller mettre le doigt dessus et qui sont encore peu connus. Et donc moi, personnellement, je fais ma petite recherche là-dessus parce que je suis passionné. Vraiment, les abeilles, j'aime beaucoup, beaucoup ça. Si vous avez écouté d'autres vidéos, je pense que vous commencez à comprendre pourquoi. Et voilà. Donc, du coup, moi, je récolte mes pollens chaque jour. J'ai mon microscope, je fais mes analyses moi-même, je tâche d'identifier, mais honnêtement, c'est super difficile avec le microscope. Mais honnêtement, c'est intéressant par contre. J'ai déjà des très belles photos, c'est possible quand même d'identifier, mais dans certains cas, ça va être très difficile. Mais bon, ça c'est tout un sujet, l'identification de pollen. Mais c'est juste pour vous dire, vraiment moi, je regarde les pollens, je vois la couleur des pelotes de pollen que les abeilles ont récoltées, le pourcentage de chaque pollen qui a été récolté comme ça. Après, je les mets au microscope, je prends des photos. Quand j'ai du temps, je le fais. Hein. Je ne le fais pas chaque jour, mais quand je peux, quand il y a vraiment un sujet qui m'intrigue, quand les abeilles, par exemple, vont se mettre à faire un monofloral, et ça veut dire que dans ma petite barquette de pollen que je récolte, il n'y a qu'une sorte de pollen ou presque, eh bien là, je me dis, attends, mais ça vient d'où? Ça sort d'où? C'est quelle plante? Et des fois, c'est surprenant. Parce que bon, nous, à l'œil nu, on va avoir une sorte de fleur qui va nous sembler voilà, en plus grande quantité, ou on peut même savoir intellectuellement, parce qu'on a étudié, que telle fleur fournit beaucoup, ou telle fleur est connue pour donner du miel. Donc, on se dit, mais les abeilles sont allées sur cette fleur, c'est presque sûr. Mais en réalité, ça ne correspond pas toujours. Et moi, dans là où je vis, en général, les abeilles vont aller sur, je dirais, en général, 5 à 10 sortes de fleurs différentes par jour. Par ruche même. Hein. En général, ça va être 5 à 10, je dirais, les chiffres. Parfois, ça peut être à 1, 2, 3, mais c'est rare. Ça, c'est les monofloraux en général. Quand ils font du monofloral, il y a un qui est prépondérant et qui va être maximal à 70-90%, là, vraiment en grande quantité.
Et puis, mais il va quand même avoir des traces de quelques autres pollens malgré tout, hein. Et donc, tout ça pour dire que les abeilles ne vont pas seulement sur une source quand elles ont le choix, hein. Et donc, c'est extrêmement intéressant d'aller regarder ça. Moi, je me suis amusé dernièrement, j'ai eu un petit peu de temps, j'étais allé voir, j'ai pris plein de photos de différentes plantes. C'est un passe-temps fascinant, honnêtement, c'est super intéressant. Et donc, de voir où est-ce qu'elles vont. Et il y a un cas, il y a plusieurs cas, mais je voulais en présenter quelques-uns justement, qui sont pour moi d'une fascination, mais pas croyable. Et d'ailleurs, j'en parlais avec un apiculteur qui a beaucoup d'expérience avec les abeilles, hein, qui fait de l'apiculture bio depuis au-dessus de 40 ans, donc ça fait vraiment beaucoup d'expérience. Et lui aussi, hein, dans ses observations, il a vu que c'est extrêmement difficile de prévoir exactement où les abeilles vont aller, sur quelles fleurs, etc. Il y a des grandes lignes qui semblent être incontournables, surtout une fois qu'on connaît un peu la flore où l'on vit. Il y a des grandes lignes qui vont rester. Mais après, dans les endroits où il y a du changement, eh bien, c'est extrêmement intéressant et d'une année à l'autre, ça va varier. Si on n'est pas dans une monoculture, hein, c'est toujours la même question. Si on est dans une monoculture, on a amené les abeilles à un endroit où, par exemple, ils cultivent une chose seulement. Au Canada, le plus classique, c'est le canola, sinon les canneberges ou les bleuets, là, qui sont difficiles sur les abeilles. Donc, il y a, voilà. S'ils sont dans une monoculture, là, c'est plus la même chose. C'est un environnement contrôlé, surcontrôlé en fait, par l'être humain. Les abeilles sont presque forcées d'aller sur ces plantes d'une certaine façon. Souvent, ça ne sera pas optimal pour les abeilles, quoique elles ont quand même une abondance de nourriture pendant un certain temps. Mais bon, en général, dans cette gestion, c'est toujours très douteux, très moyen. Bon, mais quand même, ça existe, on ne peut pas se battre. Donc, vous voyez un peu l'idée de ça, pas optimal. Mais quand on est dans quelque chose de nature, qu'est-ce que c'est fascinant, toutes les options qui s'ouvrent. Et c'est là qu'on peut apprendre des abeilles. Parce que si l'on modifie trop l'environnement, dans le sens que si on fait un environnement unique avec juste une monoculture, c'est pas quelque chose de holistique, de large, de grand, eh bien évidemment, on ne peut pas apprendre autant. Parce qu'on change tellement les données, il y a plein de choses qui vont être modifiées. C'est là d'ailleurs que ça facilite énormément l'arrivée des maladies, de choses comme ça, d'aller dans cette ligne, parce qu'on modifie beaucoup. Et la force naturelle qui s'est placée dans l'abeille, et j'oserais même dire, même non seulement cette force vraiment de la nature, de la matière, mais même cette force de lumière, d'intelligence qui s'est placée dans l'abeille, dans l'esprit des abeilles, eh bien cette force-là, elle ne peut pas s'exprimer pleinement. Elle est comme voilée, elle est réduite. Voilà, donc tout ça pour dire, quand on va dans une ambiance comme ça, large, beau, où il y a plein de fleurs différentes, naturelles, etc., c'est magnifique. Naturel ou aidé par l'homme, hein, pour moi, l'homme fait partie de la nature, donc dès qu'il aide vraiment la nature et qu'il ne fait pas vraiment une monoculture là, particulière, c'est extrêmement intéressant. Donc, un cas pour moi qui était très particulier dans mon observation dernièrement, c'est avec les boutons d'or. Sur les boutons d'or, moi j'avais longtemps vu des boutons d'or, mais très rarement vu des abeilles déçues. Parce que ça ne produit pas toujours autant de nectar et de pollen. Et ça, c'est une chose à savoir, que les plantes, et là j'ai vu cette année beaucoup d'abeilles dans les boutons d'or. Et ce n'était pas parce qu'il n'y avait rien d'autre. Il y avait plein d'autres fleurs. Elles ont choisi d'aller dans les boutons d'or cette année. Moi, je le vois très rarement. Pourquoi? Parce que là où j'ai vécu avant et là où je vis maintenant, en fait, pour que les boutons d'or poussent, en fait, grandissent dans des conditions où elles vont être dans les conditions optimales pour qu'elles fournissent beaucoup de nectar et de pollen, eh bien, ce n'est pas évident. En fait, c'est très rare que ça va arriver parce que les boutons d'or ont tendance à pousser dans des endroits où le sol est compacté, où il y a une certaine humidité aussi qui est prise, où il y a une compaction par l'humidité. C'est même une façon d'identifier, hein, si vous avez du bouton d'or en général, là, ça va parler un petit peu de choses comme ça. Il y a d'autres critères aussi, je ne me rappelle pas exactement nécessairement, mais ça va parler de choses de ce style-là. Et donc souvent, les boutons d'or poussent naturellement dans des endroits pas tellement faciles ou agréables, où le sol va être très moyen très souvent. Parce que c'est un peu leur rôle quelque part. Mais quand ils poussent dans des environnements comme ça, eh bien, effectivement, ils donnent très peu pour les abeilles. Mais
Ça donne qu'il y avait un endroit qui était exactement comme ça, piétiné, ça veut dire le sol était compacté, pauvre qualité, humidité, tout ça. Et voilà, c'est un endroit comme ça, les boutons d'or se sont établis très fort, très fort, ils poussent très bien. Mais depuis, on a rajouté un jardin autour qui lui est une terre en très bonne santé, très riche, et finalement, par ruissellement quelque part, par ces nutriments-là qui viennent de ce jardin, arrivent, parce qu'il y a une petite pente, arrivent sur ces boutons d'or et favorisent aussi même la santé du sol à côté. Et donc, ces boutons d'or-là ont produit beaucoup de pollen et nectar aussi, je crois. Nectar, je n'ai pas confirmation, mais je crois bien. Donc, je ne vais pas regarder plus les boutons d'or, hein, je ne vais pas étudier ça tellement. Là. Je ne suis pas certain à quel point ça donne du nectar. Mais bon, mais certains pollens, ça je sais, hein, parce qu'il y en avait plein les pattes. Et du coup, ils en ont vraiment récolté. Et c'est la première fois pour moi que je voyais un environnement où les abeilles choisissaient les boutons d'or. Peut-être que vous en connaissez d'autres environnements où c'est déjà arrivé. Pour moi, c'est nouveau. Et ce que ça nous montre finalement, je parle surtout de ce cas hein, principalement, ce que ça nous montre pour le côté apithérapie, pour cette compréhension plus vaste, plus large des abeilles qui touche vraiment la santé, c'est que en touchant la santé des plantes, donc qu'elles soient dans un environnement où vraiment la plante est en santé, on la voit là, elle est rayonnante, eh bien elle produit des quantités faramineuses de nourriture pour les abeilles. Et qu'est-ce que ça nous dit? Vous vous rappelez, la première vidéo que j'ai faite sur cette chaîne, pour moi je l'aime beaucoup, hein, j'ai parlé de vraiment un de mes sujets préférés, à quel point les abeilles viennent butiner les fleurs et que dans le monde invisible, les présences lumineuses font un peu la même chose avec nous. Si vous voulez les détails de ça, sont dans ma première vidéo, je la mets en lien, cliquez dessus, c'est super intéressant, ça vaut hyper le coup de le voir si vous ne l'avez pas vu. Donc, voilà. Et en fait, ça nous montre que différentes plantes, différents types de plantes, oui, vont produire plus ou moins de nectar, de pollen, tout ça, mais ce n'est vraiment pas que ça qui compte. C'est les conditions dans lesquelles elles poussent, la qualité souvent du sol, la quantité d'eau qu'elles ont, toutes ces choses-là doivent être bien alignées pour qu'elles puissent fournir suffisamment de nectar, de pollen pour réellement intéresser les abeilles. Et ce comportement-là est extrêmement intéressant parce que les abeilles, elles n'en vont pas n'importe où. Il faut qu'il y ait une certaine abondance quand même. S'il n'y a pas suffisamment d'abondance, elles vont aller ailleurs. Ça, c'est les abeilles à miel. Il y a des abeilles natives, par contre, des abeilles indigènes, des abeilles solitaires aussi qu'on peut appeler, qui, elles vont visiter vraiment toutes les fleurs. Elles sont beaucoup moins sélectives que les abeilles à miel parce qu'il y a aussi beaucoup de différentes variétés. Donc, elles se sont toutes spécialisées pour aller dans des fleurs différentes. Et vraiment, les abeilles indigènes vont polliniser vraiment tout de façon très vaste et large. Très rare de voir une plante à fleurs qui fournit pollen nectar ne pas être visitée par les abeilles indigènes. Par contre, les abeilles à miel n'iront pas toujours. Ça va dépendre du niveau d'abondance qu'il va y avoir sur ces plantes-là. Et parfois, c'est très surprenant ce qui se passe. J'ai un cas justement là, qui m'a beaucoup impressionné. Mais vraiment beaucoup. J'avais des robinets en fleurs et les abeilles y sont à peine allées, alors que c'était une source quand même majeure là, de nectar, mais quelque chose a fait qu'elles ont préféré une autre source. Je vous passe tous les détails, mais en tout cas, c'est pour dire que les abeilles, leur sélection est très particulière. Et ça, pour moi, dans mon approche de compréhension du travail des abeilles avec justement ce lien avec les mondes plus subtils, puis comment les abeilles nous reflètent, comment le monde invisible nous visite et nous pollinise. Pour les détails, comme je disais, référez-vous à la vidéo, ma première que j'ai faite sur cette chaîne. Eh bien, voilà. Les conditions dans lesquelles on évolue soi-même vont beaucoup influencer à quel point, justement, le ciel vient nous visiter. Dans quel sol est-ce qu'on est placé? Est-ce que l'on manque d'eau? Est-ce qu'on a suffisamment de soleil pour vraiment fleurir abondamment? Est-ce que l'on a connu une floraison pour certaines plantes, une floraison extrême l'année précédente et que cette année, finalement, il y a un petit repos au niveau de la floraison? Vous voyez un petit peu
que les conditions comptent énormément. Et ça, pour moi, c'est vraiment de l'apithérapie parce que ça vient toucher notre santé intérieure, parce que l'on comprend, parce que pour être vraiment, vraiment heureux, là, pour vraiment être en santé, parce que pour moi, la santé inclut le fait d'être heureux, ça c'est sûr. Donc, d'ailleurs, Happy Culture, c'est vraiment ça. Et donc, vous voyez là, pour être heureux, les conditions autour de nous, parce que pour être heureux, il faut être inspiré. Il faut que le ciel soit là. Hein. C'est ça qui fait qu'on est heureux. Hein. C'est cette présence qui nous inspire. C'est ça qui fait que vraiment, là, on est profondément en paix. On est vraiment bien. On touche des énergies belles. Et c'est formidable. Et donc, il faut avoir ces abeilles qui viennent nous visiter. C'est comme un but un tout petit peu. Il faut y arriver jusque-là. Ça fait qu'on est pollinisé, on devient fécond, on devient fertile et on donne vraiment quelque chose. On fournit le futur à ce moment-là pour l'espace dans lequel on évolue. On est vraiment au maximum du côté vivant que l'on peut être quand il y a justement ces visites. Et donc, voilà, ces abeilles, on les veut. Et donc, les plantes nous éduquent, cette relation entre plantes et abeilles, et donc entre plantes et leurs conditions environnementales et les abeilles, nous montre des choses extrêmement importantes. Ça veut dire, par exemple, les conclusions qu'on peut tirer. Par exemple, ça ne suffit pas d'être dans un mouvement spirituel, dans une religion, pour être sauvé. Tout le monde le sait. C'est un gros truc bateau, je sais. Sauf que là, on a un exemple matériel qui nous le montre. Qui nous le montre, mais d'une façon, c'est le langage de la nature. C'est une des pages de ce livre de la nature qu'on lit ensemble et qu'on voit, mais voilà, c'est écrit, pas noir sur blanc, mais voilà, je ne sais pas quelle couleur prendre, moi j'aurais blanc et vert, là, je dirais, c'est écrit dans le langage, dans ce grand livre du langage de la nature qui nous montre que pour que les plantes puissent attirer les abeilles, symboliquement, cette inspiration, cette vie spirituelle, donc, pour que les plantes puissent les attirer, elles doivent avoir des conditions vraiment optimales, sinon ça limite énormément leur capacité à les attirer. Et ça, c'est vrai, là. Et je sais que c'est un sujet peu parlé, hein. Même dans le monde des apiculteurs, on n'en parle pas tellement de ça, hein. Mais ça va énormément varier d'une année à l'autre, même s'il y a des miels qui sont un peu toutes les mêmes, mais des fois, hein, on peut se faire avoir, ça peut être marqué quelque chose, mais c'est pas tout à fait ça, hein. Et donc, mais dans la nature qui n'est pas en monoculture, donc la nature comme telle, là, pas trop déformée, eh bien, ça varie beaucoup. Et c'est super beau de voir que, par exemple, si on a suffisamment d'eau, ça veut dire que les émotions sont suffisamment nourries. Ça prend des émotions pour attirer le monde invisible. Il faut que nos sentiments participent. Les scribes, ceux qui étudient la loi ou ceux qui étudient de façon très pointue les textes sacrés, mais beaucoup, beaucoup dans le cerveau, il va avoir quelques présences, il n'aura pas rien, mais par exemple, il peut y avoir des abeilles indigènes qui viennent justement. Mais les abeilles à miel qui, elles, ont le lien après avec les êtres humains, puis qui font tout le lien avec toute la grande roue, elles vont se garder une petite réserve, vont aller voir ailleurs avant. Vous voyez un peu? Il faut qu'il y ait de l'eau, il faut qu'il y ait des émotions. Donc si on est trop dans l'intellect, si on est trop dans la pensée, le monde subtil, le monde spirituel, va-t-il vraiment venir nous voir? Pas certain. Pareil avec le sol. Le sol, est-ce qu'il est bien aéré? Est-ce qu'il est trop compact? Est-ce qu'il y a de la vie dans le sol? Il y a beaucoup de bactéries dans le sol, des bonnes bactéries qui doivent être présentes. Les micro-organismes du sol, c'est extrêmement important. Est-ce qu'ils sont dans un sol suffisamment beau, riche, sain, pour que la plante ait ce dont elle a besoin pour réussir à attirer ce monde spirituel? Et pareil pour nous. Est-ce que nos conditions matérielles dans lesquelles nous sommes sont suffisamment agréables et pas trop compactées, compressantes pour qu'on ait la souplesse pour accueillir le monde spirituel? D'où l'idée justement de sortir de la pauvreté. Les gens qui sont affamés, hein, moi j'en ai entendu hein, des choses sur ça beaucoup, quand on est affamé, on ne peut pas penser. Quand on ne peut pas penser, pensez-vous qu'on peut avoir un grand lien spirituel? C'est sûr qu'au bout de l'agonie, des fois on a un genre de connexion, là, on s'entend, mais c'est vraiment pas dans le quotidien, la vie spirituelle que l'on souhaite. Et ça, c'est extrêmement important de voir,
est-ce que notre réalité matérielle est en train de nous comprimer, c'est ça la qualité du sol en symbolique, hein, est en train de nous compresser d'une façon que finalement, on ne produit pas de nectar et de pollen. Donc, on ne les attire pas tellement, finalement. Ces esprits, ce monde invisible, cette vie spirituelle ne nous visite pas tellement. Parce que vous vous rappelez, hein, c'est avec nos bonnes émotions, nos bonnes pensées que l'on cultive, que les abeilles viennent chercher nectar et pollen, et qu'elles vont ensuite créer miel, pollen frais pour elles, et aussi qu'elles puissent en partager avec les humains, et ça crée tout un échange dans tous les règnes, finalement, entre le règne végétal, le règne animal, le règne humain, dans toutes ces dimensions-là. Il y a toute une circulation belle, vivante, et ça nous connecte à plus haut. Vous voyez comment c'est le miroir, comment ça nous reflète, comment le monde spirituel vient travailler avec nous. Parce qu'eux aussi, là, les anges, par exemple, sont au-dessus de nous. C'est comme un règne angélique. Et c'est la suite de ce beau travail-là qui se fait en échange, sans brusquer personne, sans détruire rien, sans manger une feuille. Vous le savez, hein, c'est cette fameuse idée que j'avais bien présentée dans la première vidéo de cette chaîne. Donc, vous voyez à quel point c'est clé le sol. Donc, les conditions matérielles, est-ce qu'ils nous compressent trop et que du coup, on est stressé et que là, du coup, on ne produit pas de nectar et de pollen. Donc, on n'est pas dans l'état qui permet d'attirer ces présences. Et voilà, donc le sol, l'eau, puis bon, tous les autres facteurs qu'on peut imaginer. Est-ce que c'est trop venteux? Est-ce que la température extérieure permet aux abeilles de venir? Ou est-ce que la température extérieure, ça veut dire les conditions météorologiques, s'il pleut trop par exemple, ça y est, nous on est en floraison, on est prêt à partager, on a préparé nectar et pollen, on est prêt, on donne tout, mais il y a les conditions météorologiques qui empêchent les abeilles de venir. Ça, c'est encore autre chose. Voyez? Ça ici, c'est plutôt un reflet que nous, ok, on a le bon sol, on a les émotions, tout est là, mais dans l'air, ça veut dire dans le plan mental, il y a des idées qui sont des ouragans, qui sont des grands vents, ou des idées trop humides, ça veut dire qu'il y a trop de pluie aussi, qui empêche les abeilles de voler. Hein. Disons que, ça y est, nous, on est en pleine floraison, on est arrivé, et tout de suite après, ça y est, il pleut pendant 2 semaines. Ah ben, les fleurs vont être terminées. Hein. Et s'il y a des grands vents, pareil. Donc, vous voyez que, et ça, c'est les conditions qu'il y a dans l'air. Dans la couche, non pas de l'eau, non pas du sol, mais dans l'air. Et dans cette couche-là, pareil, dans notre plan mental, même chose. Est-ce qu'il y a des idées qui viennent complètement détourner, bousculer, qui fait que le monde invisible, ces entités spirituelles de lumière, ben, ils nous voient, ils ont perçu, ils peuvent avoir une idée là qu'il y a quelque chose, mais c'est pas le moment. Ils ne peuvent pas nous rejoindre parce que dans le plan mental, il y a des pensées trop lourdes, trop bagarreuses ou trop humides. Ça veut dire trop... comme du moisi, là, tu sais, symboliquement. C'est comme si c'est trop d'humidité qui est dedans et trop de tempête. Et ça aussi, ça va empêcher le monde spirituel de nous rejoindre. Et du coup, ils ne pourront pas nous choisir comme plante. Et ensuite, il y a aussi le soleil. Est-ce qu'il y a suffisamment de chaleur pour nous amener à une bonne chaleur et lumière, hein, à une bonne floraison? Par exemple, un arbre qui est dans une forêt, une petite forêt, là, parce qu'il y a des super bons arbres qui sont juste en bordure de forêt. On va penser souvent, les aubépines sont un peu dans ce cas-là, en tout cas au Québec. Hein, les aubépines sont dans ce cas-là. Tu as aussi le hou, hein, est très bon aussi. Donc il y a différentes plantes comme ça qui sont souvent en bordure de forêt, excellentes au niveau miel, pollen, tout ça. Mais si elles sont un peu trop dans la forêt et que d'autres arbres ont trop grandi, pas suffisamment de soleil, pas suffisamment, la chaleur, pas vraiment, mais plutôt la lumière, eh bien, s'il y a un manque là, elles ne seront pas capables de fleurir. Elles donneront très peu de fleurs. Et donc, pareil, si on manque de cet élément feu, là, du soleil, cette fois-ci, on a eu la terre, on a eu l'eau, on a eu l'air, ben, pareil avec le feu, le soleil, si on manque de ça, eh bien, ça ne viendra pas. Et ça, c'est la lumière. Et la lumière, c'est quoi? C'est l'inspiration première, celle qui est vraiment pure. Ça veut dire, on a des bonnes conditions. On n'est pas trop stressé. Et en général, malgré tout,
notre qualité de vie, la pauvreté diminue. Il y a plein de choses qui s'améliorent. Je sais qu'il reste de la pauvreté, je sais qu'il y a toutes sortes de choses, des inégalités sociales, évidemment. Mais grosso modo, malgré tout, ça s'améliore quelque part en général. Hein. Et donc, voilà. Donc, on a le côté terre, ça va. Au niveau émotionnel, ok, on a des belles émotions, on a une belle vie familiale, on a une belle réalité émotionnelle. Et au niveau mental aussi, on se relie à des belles idées, on est connecté à des beaux projets, des belles associations à but non lucratif, des belles choses, des belles valeurs. On a créé tout ça, mais il manque la lumière. Ça veut dire on est cette fameuse plante d'aubépine, mais entouré de peupliers, d'érables, de ci, de ça, et il n'y a pas assez de lumière, il ne pourra pas fleurir. Ben, c'est la même chose. On a tout, tout est là, tout est parfait. On est dans un monde, tout est beau. On va bien. Mais on ne se connecte pas à une source de lumière. C'est-à-dire, on ne se connecte pas à justement une source de lumière quelconque. Un maître spirituel qui nous parle beaucoup. Une inspiration spéciale, un film vraiment d'inspiration qui nous amène plus. Par exemple, pour moi, je ne travaille pas avec l'astrologie. J'aime beaucoup l'astrologie et c'est une chose qui m'amène de la lumière pour moi. C'est un des éléments. Et toutes ces choses, on ne le fait pas. On ne va pas chercher cette lumière. C'est ça la lumière, c'est ça le feu, c'est l'esprit. C'est cette force-là qui nous inspire nous-mêmes et qui fait qu'on va fleurir. Et qui fait qu'on donne quelque chose de spécial. Si on ne se connecte pas à cette lumière, à cette chaleur, ben, en réalité, l'inspiration ne passera pas vraiment. On a tout serait là. Tout est là. Il y a un investissement énorme. On a le bon sol, la bonne eau, le bon air, mais on n'a pas cette lumière qui vient animer des choses supplémentaires, comme quelqu'un qui justement est plein il y a tous les potentiels pour, je ne sais pas moi, fonder une association à but non lucratif qui va aider telle valeur dans le monde, qui va faire ou même ça peut être c'est pas obligé d'être à but non lucratif, hein, n'importe quoi. Créer une action dans le monde vraiment positive qui va changer plein de choses, mais l'esprit ne passe pas. Il ne reçoit pas la lumière, donc il ne fleurit pas. Il ne touche pas la personne qui pourrait lui donner l'inspiration vraiment de le faire, et lui, il a toutes les conditions pour le faire, il pourrait. Il y a tous les talents, il y a tout ce qu'il faut. Mental, émotionnel, physique, il y a tout. Eh bien, c'est ça la lumière. Et ça prend aussi la lumière. Et c'est là, dans la nature, là, c'est cette aubépine, là, dans la forêt, qui finalement, les autres arbres ont trop poussé. Elles n'arrivent plus à fleurir, à donner pleinement. Et effectivement, encore une fois, le monde spirituel ne visitera pas tellement. Donc, voyez un peu les liens entre cette quête, moi, de ces temps-ci, hein, j'ai pris plein de photos, d'ailleurs, j'en mets là dans la vidéo, des photos d'abeilles sur certaines plantes, parfois que j'aurais pas cru, ou toutes sortes de choses, de savoir où est-ce que vont les abeilles, où est-ce que le monde spirituel va se présenter. Ce n'est pas parce qu'on est dans la bonne religion, soi-disant, hein, on se comprend? Surtout aujourd'hui, les religions, en plus, c'est pas très à la mode, donc on se comprend beaucoup plus facilement même qu'avant. Ce n'est pas parce qu'on est dans la bonne religion qu'on est sauvé. Ça veut dire, ce n'est pas parce qu'on est dans la bonne religion que le monde spirituel va venir nous livrer ses messages. Aucunement. Et on peut être dans une autre religion, une autre espèce de plante qui est moins reconnue comme mellifère, mais on a les bonnes conditions, on est dans le bon entourage, et ça y est, et on est suffisamment fort pour que ça y est, le monde spirituel vienne nous visiter, vienne nous donner sa nourriture, vienne nous polliniser en fait. Eux se nourrissent de nous, nous sommes pollinisés par eux et nous créons comme ça le futur de l'humanité. Donc vous voyez un peu tous les critères qui ressortent de ce travail-là. Pour moi, c'est de l'apithérapie pure. Pourquoi? Parce que ça touche notre bonheur, ça touche notre état intérieur, notre plein potentiel, notre plénitude. Et voilà. Donc, voilà. Merci beaucoup. J'espère que ça vous plaît. Partagez abondamment. Hein. Comme je dis toujours, cette chaîne est très jeune. Elle a besoin d'un peu d'aide là. Donc, likez, partagez, commentez. Allez-y largement, vraiment, parce qu'il y a des super beaux messages là-dedans. Moi, j'aime beaucoup faire ce travail-là de vous partager des choses en apithérapie parce qu'il y a un côté très concret, très réel, tout à fait matériel, mais on va le connecter à quelque chose de très grand, un principe qui est derrière, qui est extrêmement important. Je le répète, je le dis de temps en temps dans mes vidéos, c'est important de se connecter à ce niveau-là parce que pour faire avancer l'apithérapie, ça prend beaucoup de motivation, c'est très
alternatif, là. Donc, pour ramener du crédit à tout ça, il faut faire énormément de travail, c'est très demandant. Et donc, ça les prend, ces inspirations-là. Il faut faire ces connexions comme ça. Justement, c'est le soleil. C'est ça le soleil. Connecter ce travail à l'inspiration. Aller chercher l'esprit. Tiens, il y a du soleil. Ça y est, il y a de la lumière. Et comme ça, on continue. Ça fleurit. On avance. Voilà. Merci beaucoup et à une prochaine pour une autre vidéo d'apithérapie.